29 janvier 1945, 14h47, Holzheim, Alsace. La neige s'agrippe aux murs effondrés des fermes comme une gangrène blanche, sous un ciel de plomb qui écrase les silhouettes courbées des hommes du 3e régiment de tirailleurs algériens, rattachés à la première armée française. L'air est un poison glacé, saturé d'une odeur âcre de cordite brûlée et de terre humide retournée par les obus, tandis que le vent hurle à travers les ruines, portant les échos lointains d'un grondement sourd, les panthères allemands qui percent la ligne, leurs chenilles dévorant la boue gelée avec un craquement vorace qui vibre dans les os. Vous sentez le froid s'infiltrer par les coutures de votre capote trempée. Vos doigts gourds crispés sur le canon encore tiède du FM 24-29, le métal mordant la peau comme une morsure de loup. Et soudain, le monde explose. Un 88 mm tonitruant déchire l'après-midi, son souffle colossal plaquant les hommes au sol dans une tempête de terre et d'éclats, les tympans perforés par le vacarme qui avale les cris, laissant place à un bourdonnement infernal dans le crâne. Les jeunes troupiers du peloton de tête, ces gamins de 20 ans au visage blême, mangés par la barbe naissante et la peur liquide qui suinte de leurs pores, hésitent, figés comme des statues de glace brisées. Leurs M1 garants pendent mollement le long de leurs cuisses, les chargeurs oubliés dans la panique, tandis que les silhouettes ennemies émergent du rideau de fumée âcre, ces feldgros spectrales avançant en bonds lourds, leur MP40 crachant des langues de feu orangées qui zèbrent l'air d'un sifflement mortel, fauchant 2 hommes d'un seul trait. Le sang gicle chaud et noir sur la neige, se figeant en flaques écarlates qui fument dans le froid mordant. L'odeur métallique du sang se mêle à celle du suie et du caoutchouc brûlé des pneus éclatés d'un half-track américain abandonné, ses roues patinant inutilement dans la gadoue avant que l'explosion ne le réduise à un squelette tordu d'acier fumant. Capitaine Raoul Deschamps hurle d'une voix rauque brisée par la toux. « Tenez la position! Bordel! Tenez !» Mais ces mots se noient dans le chaos, avalés par le rugissement d'un MG42 qui vomit une grêle de 7,92 mm, chaque rafale un fouet de plomb qui arrache des lambeaux de chair et de bois aux barricades improvisées de sacs de sable gorgés d'eau gelée. Et là, au cœur de cette fournaise blanche et noire, émerge Pierre Lefebvre, adjudant-chef de 52 ans. Ce vieux loup aux épaules voûtées par des décennies de campagne. Marne 1916, Sedan 1940, relégué depuis des semaines aux tâches ingrates du riard, cuisinier de fortune dans un PC souterrain puant la soupe rance et la sueur aigre, ses mains calleuses, plus habituées à remuer des gamelles qu'à serrer une crosse d'acier. On l'avait écrit d'office, ce reliquat du vieux monde, avec ses articulations qui grincent comme des essieux mal graissés, ses poumons râpés par la tabac et la poudre, trop lents pour le rythme effréné des genoux dopés à l'adrénaline et aux amphétamines volées aux Allemands. Trop vieux pour le front, Lefebvre, reste en arrière, lui avait-on lancé avec un ricanement, l'envoyant compter les rations sous les bombardements lointains, tandis que la ligne avançait vers Colmar dans la neige jusqu'aux genoux. Mais maintenant, le front s'effondre comme un château de cartes gelées. Les Panthers percent à 100 mètres, leurs tourelles pivotant avec un couinement hydraulique sinistre, crachant des obus qui soulèvent des geysers de terre et de membres disloqués, et les gamins reculent, trébuchant sur leurs propres lacets défaits, les yeux exorbités par la terreur primitive qui noue les tripes, urine chaude coulant le long des jambes dans la culotte de laine mouillée. Vous le voyez, ce vieux, surgir des ruines d'une grange effondrée où il astiquait des bidons vides, son souffle formant des nuages blancs haletants dans l'air figé. Ses bottes usées jusqu'à la corde s'enfoncent dans la boue collante avec un chuintement lourd, chaque pas un effort titanesque qui tire sur ses tendons raidis par l'âge et le froid assassin. Mais ses yeux de braise forgés dans les tranchées de Verdun, balaient le champ de bataille
avec une clarté impitoyable. L'odeur de la peur est partout, une puanteur acide qui colle à la gorge comme du vomi rance, mêlée à la senteur lourde du gasoil qui suinte des carcasses de Shermans éventrées, leurs tourelles béantes vomissant des flammes grasses qui noircissent la neige en croûte charbonneuse. Lefebvre n'hésite pas, où les autres tremblent, leurs doigts engourdis, incapables de presser la détente, lui attrapent un Thompson SMG abandonné sur le corps d'un gamin éventré, ses boyaux fumants étalés comme des cordes roses sur le sol gelé, le poids de l'arme, 3 kilos de métal froid et huilé, s'incrustant dans sa paume crevassée comme un prolongement naturel de son bras, forgé par 30 ans de guerre. Il sent le recul fantôme dans ses muscles, la vibration familière qui remonte jusqu'aux épaules, tandis que le chargeur, 45 ACP, cliquette doucement, prêt à hurler. Le temps s'étire, ses premières secondes, une éternité gluante, où le monde ralentit, chaque flocon de neige traçant une parabole infinie devant ses prunelles plissées. Il avance, courbé sous le poids invisible de la mort qui siffle autour de lui, un éclat d'obus frôlant sa tempe dans un chuintement brûlant qui lui roussit les cheveux gris, laissant une traînée de peau carbonisée qui suinte un filet de sang chaud le long de sa joue barbue. Les Allemands sont là, à 50 mètres, une section de grenadiers SS aux casques enfoncés sur des visages juvéniles déformés par la rage et la drogue. Leur STG-44 crachotant des flammes courtes et vicieuses, les balles 7, 92. Kurz ricochant sur les pierres avec des plaintes aiguës qui percent les oreilles. Un jeune tirailleur, Ahmed, 19 ans, s'effondre à 2 pas de Lefebvre, son FM arraché de ses mains inertes par une rafale qui lui ouvre le ventre en une fleur rougeoyante, l'odeur de viscères chaudes explosant dans l'air froid comme un coup de poing olfactif, ses hurlements se muant en gargouillis noyés de sang mousseux. Lefebvre pivote, ses genoux craquant comme du bois sec, et presse la détente. Le Thompson rugit, un aboiement rauque et cyclique. 45 ACP, labourant l'air d'un staccato infernal. Chaque coup de bélier secouant son corps frêle comme une tempête, la culasse volant en arrière avec un claquement métallique qui résonne dans sa cage thoracique, projetant des douilles fumantes qui dansent sur la neige en traînées étincelantes. Ces 20 premières secondes s'allongent en un supplice sensoriel. La poudre noire envahit ses narines, un nuage âcre et suffocant qui lui brûle la muqueuse, tandis que le recul martèle ses épaules arthrosiques, envoyant des ondes de douleur lancinantes jusqu'à la base de sa nuque raidie. Il vise bas, instinctivement, balayant la ligne ennemie d'une hipfire experte, les impacts frappant les torses en flaques de tissu déchirés et d'os broyés, un sous-officier allemand projeté en arrière dans un balai grotesque, ses jambes pédalant dans le vide, tandis que son sang gicle en arc pourpre sur la neige immaculée. Vous sentez la chaleur résiduelle du canon contre votre joue, le métal luisant d'huile et de sueur, et le poids de chaque balle qui quitte le canon comme un verdict irrévocable, lourde, inexorable, traversant l'air chargé de fumée pour s'enfoncer dans la chair adverse avec un choc mat et humide qui vous parvient presque par conduction terrestre. Les jeunes soldats, pétrifiés 10 mètres en retrait, commencent à réagir, leur M1 Garand relevant leur canon tremblant. Mais c'est Lefebvre qui porte le feu, son corps à un pivot de destruction, avançant pas à pas dans la boue gluante qui aspire ses bottes avec un slurping vorace. Chaque mouvement un combat contre la gravité et l'épuisement qui alourdit ses membres comme du plomb fondu. À la 30e seconde, le premier Panzer IV gronde à travers le rideau de fumée, ses chenilles broyant les corps et les débris dans un crissement apocalyptique qui fait vibrer le sol sous vos pieds nus dans l'imagination. Le diesel nauséabond emplissant l'air d'une puanteur huileuse qui se colle aux poumons comme de la goudronnage. La tourelle pivote lentement, son Kaduloeka 40 pointant son mufle noir vers la brèche, et Lefebvre, sans un battement de cils, plonge derrière un mur écroulé,
les éclats de briques pulvérisées fouettant son dos comme des abeilles enragées, tandis que l'obus de 75 000 piran hurle par-dessus sa tête, explosant 20 mètres plus loin dans un champignon de terre et de feu qui aspire l'air dans un vide hurlant, projetant des shrapnels qui sifflent comme des vipères. Ses oreilles sonnent, un tinnitus strident qui noie tout sauf le battement affolé de son cœur, cognant contre ses côtes comme un marteau-piqueur. La sueur coulant en rigoles salées dans ses yeux piquant la poussière et le sel. Il se redresse, le Thompson vide claquant sur la fin de chargeur, et dans un geste fluide forgé par l'expérience, il éjecte le chargeur vide d'un pouce calleux, le rattrapant au vol avant de l'enfourner dans sa poche, attrapant un autre sur le cadavre d'Ahmed, dont les yeux vitreux fixent le ciel indifférent. Le cliquetis du verrou qui s'arme est un son intime, rassurant au milieu du chaos, et il repart à l'assaut, rampant sur le ventre dans la neige fondue qui trempe sa capote jusqu'aux os, le froid s'infiltrant comme des aiguilles dans chaque pore. 45 secondes. Les Allemands hésitent maintenant, leur élan brisé par ce fantôme grisonnant qui semble surgir de nulle part, ces rafales précises fauchant les pointeurs avec une économie mortelle, chaque balle, un investissement calculé dans la survie collective. Un grenadier charge, baïonnette au canon, son cri de guerre noyé dans le crépitement, et Lefebvre pivote sur le flanc, le Thompson crachant une langue de feu à bout portant, les impacts labourant le torse de l'homme en une bouillie rouge qui projette des gouttelettes sur le visage ridé du vieux, chaudes et poisseuses contre sa peau gelée. L'odeur est insoutenable ici. Un mélange de merde relâchée par les sphincters morts, de cordite et de cheveux roussis, tandis que le corps s'effondre à ses pieds dans un tas inerte, les bottes encore tressautant dans les affres de l'agonie. Les moteurs des Panthers rugissent plus fort, leurs escapes crachant des nuages noirs qui obscurcissent le champ de vision. Mais Lefebvre hurle enfin, sa voix éraillée comme du gravier. « Couvrez-moi, les gosses! Feu !» Et miracle, les jeunes réagissent, leur garant claquant en réponse, un tir nourri maladroit mais salvateur qui cloue les boches au sol, les balles traçantes filant en arcs lumineux dans la pénombre naissante. 60 secondes écoulées, et le monde est un kaléidoscope de douleur et de fureur. Ses bras tremblent, maintenant, l'acide lactique incendiant ses muscles atrophiés par l'âge, chaque pression sur la détente, un arrachement intérieur, le canon du Thompson rougeoyant presque dans le froid, fumant d'une vapeur huileuse qui monte en volute paresseuse, un éclat d'obus lui entaille l'avant-bras, une ligne de feu liquide qui inonde sa manche de sang épais, coulant goutte à goutte sur la crosse poisseuse, mais il ne sent rien d'autre que l'urgence viscérale, la certitude que ces gamins derrière lui dépendent de sa chair usée pour ne pas finir en charpie anonyme. Les Allemands reculent, rampant sur les ventres, laissant une traînée de blessés qui geignent faiblement, leurs plaintes aiguës se mêlant au sifflement du vent qui charrie des flocons plus denses, annonçant la nuit prématurée de l'hiver alsacien. Lefebvre se dresse, silhouette titubante mais indomptable, vidant son dernier chargeur en une rafale magistrale qui balaie la brèche, abattant le dernier assaillant debout, un officier aux épaulettes d'or, fauché en pleine course, son corps pirouettant dans une gerbe de sang avant de s'aplatir face contre terre dans la boue sanglante. 70 secondes, et le silence tombe comme une enclume, lourd, oppressant, seulement percé par le halètement des survivants et le tic-tac des moteurs diesel qui s'éloignent en grondant, les Panthers pivotant pour reformer la ligne allemande à 200 mètres, leur retraite forcée par ce miracle improbable. Lefebvre s'effondre à genoux, le Thompson glissant de ses mains inertes dans la neige rougie, son corps secoué de spasmes d'épuisement total, les poumons en feu aspirant l'air glacé par à-coups douloureux. Chaque inspiration un râle qui charrie l'odeur composite du carnage. Poudre, sang, merde, fuel brûlé. Les jeunes s'approchent, titubants,
leur visage livide marqué par l'incrédulité et une gratitude muette, un sergent posant une main tremblante sur son épaule voûtée. « Adjudant, vous », mais les mots meurent dans sa gorge nouée. Vous sentez le poids de cette survie, cette bulle fragile arrachée aux mâchoires de la mort, le froid qui reprend ses droits, engourdissant les plaies ouvertes, tandis que la neige recommence à tomber en rideaux denses, effaçant lentement les traces de cette folie de 90 secondes. Le calme s'installe, mais il est piégé, empoisonné par l'attente du prochain assaut. Lefebvre reste agenouillé, ses yeux scrutant l'horizon enfumé, le sang goûtant de son bras, en un rythme hypnotique qui tache la neige d'un pointillé écarlate. Son esprit dérivant en flash, les tranchées de 1916, où la boue engloutissait les vivants, les dunes de Bir Hakeim, où le sable buvait le sang des camarades. Et maintenant ceci, cette preuve têtue que l'âge n'efface pas l'instinct primal de survie. Les hommes commencent à panser les blessés, les cris des mourants s'élevant en un chœur discordant. Un gamin algérien pleure sa jambe emportée, sa cuisse ligaturée avec une ceinture sanglante qui suinte malgré tout, l'odeur de morphine piquante se mêlant au relent de gangrène naissante. Lefebvre se relève enfin, ses jambes flageolantes comme celles d'un poulain nouveau-né, ramassant le Thompson vide d'un geste machinal, son poids désormais écrasant, symbolique d'un fardeau qu'il porte seul. Il sent la fatigue l'envahir comme une marée montante, lourde et inexorable, alourdissant chaque paupière, chaque battement de cœur ralenti par le choc. Les minutes s'étirent en heures subjectives, le peloton se reformant autour de lui en un cercle protecteur instinctif, les fusils braqués vers l'avant où les ombres allemandes se massent encore. Invisibles, mais palpables dans le grondement lointain des moteurs et le cliquetis des culasses qu'on arme. L'air vibre d'une tension électrique, le froid mordant plus fort maintenant que l'adrénaline reflue, révélant les courbatures profondes, les bleus naissant sous les vêtements trempés qui collent à la peau comme une seconde épiderme glacée. Un éclat d'obus traîne encore dans l'air, sifflant paresseusement avant de s'enfoncer dans un tronc d'arbre, avec un tunk sourd, rappel brutal que la guerre n'a pas fini de mordre. Lefebvre allume une cigarette d'une main tremblante, l'allumette crépitant faiblement contre le vent, la première bouffée un baume âcre qui envahit ses poumons ravagés, chassant momentanément le goût de bile et de poudre qui tapissent sa langue. Les regards des survivants pèsent sur lui, mélange de révérence et de pitié pour ce vieux corps martyrisé qui a tenu la ligne quand les chers jeunes ont flanché. Et dans ce silence chargé, il sent le poids moral s'abattre. Combien de vies sauvées contre combien de fantômes ajoutés à sa litanie intérieure? La nuit tombe pour de bon vers 17 heures. Un manteau d'encre troué par les fusées éclairantes qui montent en sifflant, baignant le champ de bataille d'une lumière spectrale verdâtre qui fait danser des ombres elongated comme des spectres. Les hommes creusent des trous individuels dans la terre gelée, pelle raclant le sol durci avec un grincement rageur, chaque pelletée un arrachement musculaire qui ravive la douleur. Lefebvre supervise, sa voix basse et rocailleuse donnant des ordres précis. Alignez les sacs sur la crête, couvrez les flancs. Mais intérieurement, la peur ressurgit. Non plus l'adrénaline brute, mais une terreur sournoise, celle de l'après, du moment où le corps lâchera enfin, où les articulations céderont sous le fardeau accumulé. Un convoi de jeeps arrive enfin, phares voilés perçant la brume, apportant des rations froides et des bandages souillés. Les infirmiers évacuent les blessés sur des brancards qui grincent sous le poids mort, l'odeur de plaies infectées précédant les victimes comme un présage. Lefebvre refuse la perfusion, son bras pansé grossièrement avec des gaz qui collent au sang caillé, sentant déjà la fièvre monter, un chaud-froid intérieur qui fait trembler ses membres malgré la couverture de fortune jetée sur ses épaules. Des heures plus tard, blotti dans un abri de fortune taillé dans une cave humide
puant la moisissure et la rat mort, Lefebvre fixe le plafond suintant, écoutant les ronflements rauques des hommes épuisés, ponctués de gémissements de cauchemar. Le silence du front stabilisé est un mensonge, rompu par les patrouilles allemandes qui sondent la nuit de leurs grenades éclairantes et le crépitement sporadique de tirs de harcèlement qui font bondir les cœurs. Son esprit tourne en boucle sur ces 90 secondes éternelles. Le premier recul du Thompson dans sa paume, le regard surpris du premier Boche fauché, le sang chaud sur sa joue. Une morale conflicte l'assaillit, ce doute viscéral. Était-ce bravoure ou folie suicidaire? Instinct de survie ou refus de laisser les gosses crever seuls? La fatigue l'écrase enfin, un poids de plomb qui ferme ses yeux rougis, mais le sommeil est peuplé de visions. Neige rougie infinie, corps empilés comme du bois pourri, et au centre, son propre reflet vieilli, indomptable, prouvant que l'âge forge non pas la faiblesse, mais une lame émoussée qui tranche encore. Au lever du jour, 30 janvier, 6h23, la brume épaisse enveloppe Holzheim comme un linceul, le froid nocturne ayant figé les flaques de sang en glace irisée qui craquent sous les bottes. Le peloton, renforcé par des renforts du régiment voisin, tient la position grâce à cet acte isolé, les canons de 105 mm tonnant au loin en soutien, leur concussion faisant trembler les murs encore debout. Lefebvre, fiévreux mais debout, arpente la ligne, son Thompson rechargé pendu à l'épaule comme un talisman, sentant le regard des hommes sur lui changer. Plus de pitié, mais respect durci par la reconnaissance. La guerre continue, implacable, les moteurs des Shermans grondant en approche pour contre-attaquer, mais dans cette pause fragile, le poids de la survie pèse plus lourd que les armes. Les pertes comptées à voix basse, les lettres à écrire aux familles, l'écho des cris engloutis par les explosions, et Lefebvre marche, pas lourd dans la neige tassée, portant en lui la preuve têtue que 90 secondes d'expérience valent 1000 ans de jeunesse hésitante, tandis que le vent alsacien hurle sa symphonie éternelle de mort et de persistance. Les Sherman surgissent de la brume comme des bêtes mythiques, chenilles d'acier broyant la neige durcie en une bouillie grise, leurs tourelles pivotant avec un grognement métallique qui étouffe les murmures des hommes. Lefebvre, posté au bord de la tranchée improvisée, ajuste son casque cabossé, le Thompson serré contre sa poitrine comme un cœur battant, tandis que les servants de mitrailleuses. 50 calibres s'activent, leurs bandes de munitions serpentant dans le froid mordant. « En avant !» hurle le lieutenant, voix rauque écorchée par la nuit, et le peloton s'élance dans le sillage des blindés, bottes s'enfonçant dans la tourbe gelée, cœur cognant au rythme des chenilles qui pulvérisent les barbelés ennemis. La contre-attaque déchaîne l'enfer. Obus 98 mm, sifflant du ciel comme des vipères, explosant en gerbes de terre et d'éclats qui fauchent les premiers rangs. Un gamin de Metz, tout juste 19 ans, s'effondre à 10 pas de Lefebvre, son cri noyé dans le vacarme, le sang jaillissant de sa jugulaire comme une fontaine écarlate sur la blancheur immaculée. Lefebvre ne s'arrête pas, instinct aiguisé par ses 90 secondes primordiales. Il bondit sur un talus, arrose une position allemande embusquée d'une rafale précise, le recul familier chassant le doute, le Thompson crachant sa colère en un staccato infernal qui fauche deux silhouettes casquées fuyant vers leur ligne. Les Shermans ripostent, canons de 65 mm tonnant en duo symphonique, perçant la brume d'un feu orangé qui illumine les visages noircis de suie et de peur. Midi approche, le soleil pâle perçant enfin le voile lactescent, révélant le champ de bataille comme un tableau macabre. Carcasses de Halftracks fumantes, corps allemands tordus dans des postures grotesques, et au milieu, les rescapés alsaciens, ces fils du Rhin arrachés à leur ferme, qui chargent aux côtés des Yankees, baïonnettes au canon, hurlant un mélange de français et d'anglais vengeurs.
Lefebvre, essoufflé, s'adosse à une murette effondrée, une égratignure au front suintant un filet chaud. Un Sherman passe, son mitrailleur lui faisant un signe du pouce levé, et pour la première fois depuis Verdun, un sourire fugace crispe ses lèvres gercées. Non pas joie, mais cette certitude têtue que la lame émoussée, chauffée au feu des hivers successifs, tranche plus profond que l'acier neuf. Mais le grondement lointain d'un nouveau barrage allemand rappelle la vérité. La symphonie alsacienne n'est pas finie, et la survie n'est qu'une dette à payer encore, seconde par seconde, dans le sang et la neige éternelle. Soudain, le sol tremble comme une bête blessée. Un Königstiger émerge du bois embrumé. Sa tourelle massive pivotant avec un grognement hydraulique, son 88 long crachant la mort en un éclair blanc qui pulvérise un Sherman à 30 mètres, le réservoir éventré vomissant une boule de feu qui dévore l'équipage dans un hurlement muet. Lefebvre plonge derrière la murette, éclat de blindage sifflant comme du mitraille, tandis que les Alsaciens, ces loups du Rhin aux yeux fous, ripostent d'une salve de garans et de fusils mitrailleurs, leurs balles ricochant futilement sur l'acier monstrueux. « Bazooka !» rugit un sergent yankee, voix rauque écorchée par la fumée, et deux servants traînent l'arme anti-char, s'aplatissant dans la neige pour viser le flanc vulnérable. Le tube rugit, traînée phosphorescente filant droit au but, explosion assourdissante qui arrache une chenille et fait chanceler la bête d'acier, son canon cherchant encore une cible dans la tourmente. Lefebvre ne perd pas une seconde. Il jaillit, Thompson en batterie, sprintant vers l'épave fumante du Sherman, où un tankiste carbonisé gît à demi sorti de l'écoutille, main crispée sur un drapeau étoilé taché de sang. Les Allemands contre-attaquent. SS en Feldgros jaillissant des buissons, MP40 crachotant leur venin court, fauchant un Alsacien qui s'effondre en gargouillant, son képi roulant dans la boue rougie. Lefebvre arrose la ligne ennemie, son chargeur se vidant en un crescendo furieux qui abat un officier casquette à képi inversé, sa croix de fer scintillant un instant avant de s'enfontrer dans la tourbe. Rechargement fluide, geste millénaire appris dans les boyaux de Verdun. Il bondit sur le Königstiger immobilisé, grimpe sur le flanc brûlant, grenade Mills dégoupillée dans la paume moite. Le tourello s'ouvre, un casque blond émerge, regard bleu figé de surprise, et Lefebvre hurle un « Pour la France !» Primal, la grenade disparaissant dans l'habitacle comme un serpent dans son nid. L'explosion intérieure déchire le monstre de l'intérieur, flammes jaillissant des ouïes, corps projeté en lambeaux noircis. Midi sonne à l'horloge invisible du chaos, mais le soleil pâle n'est plus qu'un témoin indifférent. Les rescapés se regroupent, essoufflés, fraternels dans la fange. Un GI tente une cigarette à Lefebvre, qui aspire la nicotine âcre comme un baume sur l'âme écorchée. Un Alsacien murmure « Danke, mon caporal !» Et pour la première fois, Lefebvre sent le poids de la libération poindre sous la neige, non pas fin, mais bascule, où l'hiver allemand craque enfin sous le talon allié. Pourtant, au loin, les panzers grondent encore, et la dette du sang appelle son prochain versement, inexorable, dans le ballet éternel de la boue et du feu.